c'est assez débile, là. Je veux dire, ils doivent être encore 70, tu sais, des shots, là. Tu te dis, tabarouette. J'ai lu qu'on assistait à la mort du vélo aéro, même s'il n'est pas totalement mort. Sans manquer de respect à la Vuelta, tu sais, je veux dire, le Giro, c'est du niveau du Tour de France, là. Ça, c'est ces moments-là qu'on parle tout le temps et qui n'arrivent jamais, mais cette fois-là, c'est arrivé. C'est Vingegaard n'avait jamais gagné une étape du Tour de France. Avant cette journée-là, il était toujours deuxième. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Merci à Chrono qui nous supporte encore cette semaine. Plus l'entraînement avance, plus j'utilise le gel. On a fait un épisode, Dave, sur le fait qu'il fallait mettre du gaz si on voulait être capable de peser sur le gaz. Faut tanker pour se rendre à Québec, oui. Faut tanker ça, pour avancer en musique aussi. C'est ça, là, je suis en train de l'accepter, puis je te jure que ça fait une différence. Fait que merci à la gang de Chrono, de m'avoir convaincu, puis de nous commanditer, puis d'être avec nous pour les prochains épisodes. Je vous rappelle que c'est fait au Québec, c'est 100% naturel, vous avez pas mal une grosse gamme de produits. Allez fouiller, allez sur le site, c'est disponible un peu partout. Merci encore, puis d'ailleurs, la fin de semaine du 6 juin, on va être à Gravelloudza. Puis la gang de Chrono va être là aussi. Fait que si vous voulez goûter, vous viendrez nous rejoindre. On va être là, on va faire le 80 km. Ben moi, je fais le 80. Tu fais quoi, toi? Moi aussi. Puis ça va tanker du chrono. Merci tout le monde. Merci les gangs de Chrono. Fait que on se voit là. Épisode de cette semaine, Dave. Antoine n'est pas là parce qu'Antoine, il fait du vélo de montagne au BC. Fait que visiblement, il a une vie plus le fun que la nôtre. Oui, c'est ça que je me disais aussi. Je regardais ses stories sur la BC Bike Race, puis il avait l'air de faire beau, puis ça avait l'air d'être le fun. Fait que, ils s'en sortent bien, oui. Je pense qu'ils s'en sortent très bien, puis tant mieux pour eux autres. Grand bien leur face, mais oui, c'est sûr. Exactement ce que je me disais. Grand bien leur face, tandis qu'ici à Montréal, pour ceux qui roulent dans le coin de Montréal, ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas le circuit Gilles Villeneuve pour rouler, parce qu'ils sont en train d'organiser la course. C'était la course aujourd'hui, et peux-tu croire que je l'ai raté? J'écoutais le début, puis le pre-race, là. Puis, avec les entrevues, puis j'étais content de retrouver Pierre-Houd, puis bon, etc. Puis ça reste des entrevues, puis ça reste un avant-course qui est un peu plus... il y a plus d'action. Ouais, parce qu'on est à Montréal, tu sais. Puis là, écoute, ça faisait 1 heure que j'écoutais l'avant-course, ça fait 1 heure que j'étais en train d'écouter ce qui se passait, puis à un moment donné, je me suis dit comme, Christy, ça commence quand, cette course-là? Puis j'ai pesé sur pause, je suis allé chercher du bois, puis, je suis allé chercher des bio pour faire mon boîte de chauffage. Puis, à ce prix, j'ai oublié qu'il y avait la course. Fait que j'ai complètement raté ça, puis ça avait l'air d'une Christie de bonne course. Oui, quand même. Ben, moi, je l'ai pas écouté. J'ai écouté les highlights tantôt. Mais ça fait ça, la F1, cette année. Parce que, peut-être les changements, on dirait qu'on est moins attaché. Moi, je me suis désabonné. J'ai du F1 TV. Je sais pas, je vais sûrement me réabonner. Je me connais. Petite rechute. Mais ouais, je suis moins attaché que d'habitude. Puis je suis comme, j'écris ça plus tard, mais je check pareil. Ouais, je me concentre sur le bike. C'est ça. On est moins... je sais pas. Cette année, je suis carrément moins dedans. Mais en même temps, on finit par regarder trop de sport. Je veux dire, moi, j'avais ma tasse du Canadien. Puis j'ai transféré mes affaires dans ma gourde de chrono. Parce que je trouvais que ça avait peut-être plus de sens avec ce qui m'animait. Non, mais je regarde les games, entends-moi bien. Là, on fait juste ça, regarder les games. Mais entre regarder les games, regarder le Giro en ce moment, on dirait que là, c'est assez. Là. Genre, c'est ça. C'est trop d'affaires en même temps, puis on n'est pas habitué à ça. Puis on est très occupé, bois de chauffage, puis de deck de piscine, Seigneur. Ah oui, essayer de s'entraîner pour le Gravelloudza aussi, essayer de... Moi, je serais pas prêt, là. On s'entend, là. Je veux dire, je roule à peine, puis je pense que je devrais avoir des nouveaux bicycles demain, ou en tout cas cette semaine. Fait que ça va m'aider à m'entraîner plus, mais je serais pas en forme là, pour le Gravelloudza. Mais en tout cas, regarde, c'est pas la fin du monde. Puis en plus, la température, man, en tout cas, c'est compliqué, là. C'est bien compliqué. Pas évident. C'est partout au Québec. Hey, au Saguenay, genre en fin de semaine, là, fin de semaine passée, je pense, pendant la semaine, il faisait genre 3 degrés puis il ventait, là. On était en mi-mai. J'ai vu des photos de petites neiges aussi. C'est un appel à l'aide, là.
sais, je veux dire, ça n'a pas de sens là, de monter sur ton bicycle au mois de mai puis être habillé comme si tu roulais au mois de novembre. Là, tu sais, je veux dire, c'est une profession de foi. Là, c'est de la maladie mentale, pour vrai. Mai, c'est le nouveau avril. Mais à l'inverse, à l'automne, octobre, c'est le nouveau septembre. Fait on se rattrape tout le temps en fin d'année maintenant. Ouais. OK, hey, on parle cette semaine, on parle du Giro encore. On fait juste un petit suivi sur le Giro. Puis après ça, on va avoir des questions tech un peu. Écoute, c'était l'étape 15 aujourd'hui. Ouais. C'est drôle parce que c'est comme si Vingegaard il nous avait écouté la semaine passée. Oui. Il a trouvé que c'était trop le manque de sécurité des cyclistes puis dans le peloton. Puis il a décidé de faire un genre d'arrêt de la 15e étape avec son maillot rose qui a fini par pogner. Là. Mais ben oui, parce que Christy, justement, le dernier bout de la 15e étape, c'est un circuit. Puis soyons honnêtes, là, un fini sprint là-dedans, c'était de la folie, là, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est au centre-ville de Milan. Puis là, le débat. Ouais. Oui, il nous a écouté que c'était le bordel en Bulgarie, notamment, au début du Giro, il y a maintenant 2 semaines. Puis là, ils prennent la courbe plus sécuritaire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut neutraliser les temps pour le classement général après, je pense, un tour dans le circuit. Ouais. Puis là, ben, t'as d'autres analyses qui disent dans mon temps, on n'arrêtait jamais les temps, mais maintenant, c'est rendu la norme. Bon, c'est peut-être quand même, on pourrait en parler pendant 25 minutes, avoir toutes sortes d'opinions. Mais ultimement, ce qu'on veut voir, c'est un sprint, puis que les gars du général. Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est que les gars du général veulent rester pas trop loin du devant jusqu'à 3 ou 5 km de la ligne quand les temps sont pris puis qu'ils ne peuvent pas changer pour tous ceux qui ne sprintent pas vraiment. Mais là, c'est ce même phénomène-là se produit beaucoup plus tôt. Fait qu'on est comme débarrassé d'eux autres puis qu'ils ne viennent pas mêler les cartes dans un circuit qui si plein de coureurs le trouvent dangereux, je veux dire, à un moment donné, ça a sûrement son mérite aussi. Donc, oui, exact. Mais justement, tu sais, parce que je savais pas trop c'était quoi mon opinion là-dessus. Tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que je regarde la bicycle, tu sais, puis veux pas. Écoute, je me rappelle d'avoir vu des victoires de Marco Pantani, là. Fait que ça fait longtemps quand même, là, tu sais. Mais tu sais, dans le temps, je veux dire, tout le monde jouait la gagne, puis c'était ça qu'on disait, là, tu sais, tout le monde jouait la gagne, puis bon, tu sais, Indurain était plus loin, puis tout le monde protégeait Armstrong, puis tu sais, je veux dire, ça a toujours été ça, là, tu sais, bon. Fait que tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, ça me semble que ça a toujours. Il n'y a jamais eu de problème en soi. Tu sais, je veux dire, on a toujours protégé un peu le. Je pense qu'il y a aussi le fait que. Ben c'est ça, c'est comme d'autres époques. Puis je pense qu'à l'époque, c'était peut-être moins intense les affaires de classement général, les journées où il n'y a pas d'enjeu de classement général. Maintenant, il y en a un peu tout le temps, puis tout le monde veut se rendre, être sûr de ne pas chuter. Peut-être qu'il c'est comme. Ben, moi aussi, j'ai suivi ça à cette époque-là, mais c'est vrai que c'était pas un enjeu. Puis la première fois qu'on a vu ça, je crois, c'est Tour de France 2005, quand Lance Armstrong allait gagner son 7e titre, puis là, il allait mouiller ses Champs-Élysées. Puis là, ils ont pris les temps de tous les coureurs avant d'arriver ces champs, un peu comme aujourd'hui. Mais depuis ce temps-là, on a vu ça souvent, on l'a revu l'année passée, on en a parlé. Fait que ouais, c'est comme rendu la nouvelle norme. Il faut qu'il y ait un patron, là, souvent le maillot de leader, là, ou un gars qui va le prendre. Là, ça donne que Vingegaard venait justement de le prendre la veille, puis qui va aller négocier, puis blablabla. Mais c'est finalement, qu'est-ce que ça change? Fait que moi, je sais pas trop c'est quoi mon opinion là-dessus, mais c'est des hommes de leur époque, si on peut dire. Oui, je trouve quand même. Je sais pas si tu te rappelles, je suis Cipollini sur les réseaux. Puis, tu sais, moi, j'aimais beaucoup Mario Cipollini, tu sais, probablement parce qu'il était flamboyant, probablement parce qu'à un moment donné, il y avait des sauts en genre de zèbre ou je sais pas trop quoi. Ouais, les muscles. C'est ça. Tu sais, ce gars-là, c'était fou, là, tu sais. Je veux dire, il faisait son sprint à la fin, il n'était pas de casse, tu sais. Je veux dire, c'est une autre affaire, là, tu sais. Avec les grands cheveux, ouais, c'est de la maladie mentale, tu sais. Il a parlé aujourd'hui de ça? Ben, c'est parce que, tu sais, je le suis là-dessus, puis tu sais, il y a tout le temps son petit commentaire, tu sais. Il fait pas de l'ingérence, mais c'est juste que il remontrait ses sprints, puis tu regardes ses sprints de l'époque, puis tu regardes les sprints de l'époque, puis il y a toujours eu des chutes. J'ai l'impression que maintenant, puis j'ai regardé, tu iras t'amuser à regarder les finaux du tour, genre début 90. J'ai l'impression, puis là, les gens m'écriront puis ils me corrigeront, là, mais qu'il y avait quand même moins de gens au final. Ça finissait... C'était un top 5, puis ça se battait top 5, puis il y avait une bonne distance. T'sais. Tous les poissons, ils étaient vraiment loin. Là, je veux dire, regarde les finales.
C'est assez débile, là. Je veux dire, ils doivent être encore 70, tu sais, des shots, là. Tu te dis, tabarouette. Mais c'est un peu ça que je disais tantôt. Moi aussi, j'ai pas est-ce que j'ai pas vraiment j'ai pas checké ça avant d'en parler, là, mais c'est le feeling que j'ai que avant là, les journées de plat, là, ils laissaient les sprinters faire leur affaire, puis c'était comme sous-entendu que les temps sont pas neutralisés, mais nous, entre grimpeurs, entre gars du classement général, on n'ira pas se faire chier non plus. C'était comme je pense qu'il y avait une étiquette aussi. Mais c'est arrivé des fois. Il 15 secondes. Et nous, il a attaqué ses Champs-Élysées avec le monde, ils sont partis les deux. Et cette fois-là, il n'y a pas eu des. Ils n'ont pas attendu les autres. Mais en général, c'était ça. Tu sais, en tout cas, ça a été. Ça a été la discussion aujourd'hui pour ceux qui ont suivi le Giro. Ça a été aussi une belle étape, pas aussi belle que celle d'hier. Où est-ce que. Puis justement, parlons-en. Là, je dis hier, c'est l'étape du samedi. C'est celle où Vingegaard a pris le maillot rose. Oui, finalement. Puis. Tu sais, on en a parlé la semaine dernière, Vingegaard, il a joué fessier comme Vingegaard la joue tout le temps, c'est-à-dire, tu sais, c'est pas un flamboyant, c'est pas un risqueux comme Pogačar, tu sais, je dis risqueux, mais en même temps, le gars, il est clairement au courant de ses capacités, là. Mais tu sais, t'as l'impression qu'il risque, pareil, c'est ça qu'il nous donne. Il risque aussi quand il prend pas de temps aux autres pendant 12 jours. En tout cas, moi, il me stressait. J'étais comme, c'est peut-être le plus fort, mais peut-être qu'on dirait qu'il est pas si fort que ça, mais finalement. Mais c'est ça, fait que Vingegaard, lui, clairement. C'est ça, c'est comme l'autre bord du risque, là, tu sais, tu vois qu'il a a sa petite feuille de calcul, puis ben, il se dit, écoute, techniquement, c'est ça qui va arriver, puis, mais tu sais, je veux dire, puis là, ça lui donne raison, parce qu'il reste une semaine, puis il est en tête, puis il y a 3 minutes net sur Félix Gall. Si t'enlèves Lalio, là, qui est peut-être un petit peu moins fort, qui est encore deuxième, qui fait 3-0. Mais lui, il reste une semaine, plusieurs étapes difficiles, puis il est déjà en tête par 3 minutes. Fait que ça lui donne toute raison. Puis il avait pas l'air de, il avait pas l'air de forcer là, hier. Là. Non, il avait pas l'air de forcer, là, il avait l'air easy. Là, puis il a fait son effort, puis ça a été correct. Ça a été correct, mais ça a été plus que correct. Dans le fond, il a fait son effort, puis je veux dire, il est allé chercher exactement ce qu'il avait besoin. Ce qui prouve que, un, il avait raison, puis que deux, ici, il est là pour s'entraîner. C'est ça l'affaire que je finis par me dire, après qu'on ait discuté la semaine dernière, on parlait beaucoup de la façon dont il abordait le Giro face à un tu face à un Pogačar qui, lui, il était à fond, tu le voyais, c'était son style, puis on se demandait s'il était en forme. J'ai vraiment l'impression que ce gars-là, il est venu avec son plan d'entraînement, puis son plan d'entraînement, c'était ça, puis il l'a suivi du début jusqu'à la fin, puis ça donne que son plan d'entraînement fait aussi qu'il va gagner le Giro, puis c'est parfait. Je veux dire, c'est un gars du Nord, c'est un gars straight, dans sa tête, calculé. Ça paraît. Oui. Je veux dire, c'est dur à imaginer de dire qu'à ce niveau de compétition-là, un grand tour, en plus le Giro, c'est pas la Vuelta, je veux rien enlever à la Vuelta, mais le Giro, c'est quand même très proche du Tour de France, mettons, en date puis en calibre de coureur. C'est dur d'imaginer qu'un gars arrive là avec son plan d'entraînement puis le fait, mais je pense que tu as raison. Puis on le moi, quand je courais, puis on voyait des gars qui venaient s'entraîner avec nous, puis nous détruisaient pareil. C'est ça. Comme Antoine ou Hugo ou Guillaume Boivin, qui sont des gars de mon âge. Eux autres, même s'ils étaient peut-être au milieu d'une semaine de fous, ils venaient faire le lachine, puis ils pouvaient quand même partir en échappée, puis presque nous laper. Puis nous autres, c'était la course de la semaine. Les pâtes, puis nanana, puis il n'y avait pas de gros training la veille. Fait que c'est dur à imaginer. Justement, une petite anecdote, quand je travaillais chez Garneau, tu sais, Hugo Hull, à cette époque-là, Hugo, il y avait les souliers Garneau. Il venait de faire des visites de temps en temps. Puis à Québec, on a le Mont-Belair, nous, là, qui est comme une grosse butte. Je sais pas si tu as déjà monté ça. Je sais c'est où, mais... Il me disait... Il m'avait dit, là, je vais essayer d'aller battre le temps d'un tel sur Strava dans le Mont-Belair. Mais tu sais, il l'a fait. Il est allé le faire 2-3 jours après avoir dit ça. Mais il l'a fait après une ride de 5 ou 6 heures. Mais il revenait du Giro, justement. C'est genre début juin. Puis, il a fait genre, je sais pas, moi, 13-14 minutes dans le Mont-Belair. Quelqu'un comme moi, même à cette époque-là, c'était 17 minutes, 18. Maintenant, c'est 25 minutes. Genre. Mais tu sais, il est pas allé le faire. Moi, quand il m'a dit ça, je pensais qu'il allait aller le faire genre warm-up 1 heure. Puis après ça, mais non, c'est à la fin de la ride. Mais tu sais, ces gars-là, puis c'est ça, moi, que j'ai jamais vécu. Tu sais, toi, là, tu sais, puis faisons la parenthèse des mardis cyclistes de la Chine, OK? Parce que toi, t'en as fait des mardis, tu sais. Ouais, je n'ai fait beaucoup, oui. Bon, tu sais, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, notamment. Tu sais,
la gang la gang des mardis cyclistes, puis pour les Montréalais qui ont la chance, je suis allé. Moi, c'est mon ami Sylvain Lépine qui, lui, en avait fait way back, OK? Puis il m'avait initié, on est allé voir les mardis cyclistes de la Chine, puis ça roule quand même, là, oui, quand même. Ça roule solide, là, c'est un petit critérium, là, c'est des boucles, tu sais. Ouais. Puis ceux qui veulent s'initier à la course, allez voir ça parce qu'il se passe tout le temps de quoi, tu sais. Il se passe tout le temps de quoi. Puis ça va vite, puis c'est impressionnant, tu sais. Oui, mais toujours. moi, j'ai jamais fait ça. Puis, tu sais, toi, en tout cas, de l'œil du spectateur que j'étais, puis du rouleur aussi, parce que je roulais. Quand je regardais ça, je me disais, OK, les gars sont haut niveau, là, tu sais, je veux dire, ils s'entraînent ça donne l'impression que c'est pro de l'extérieur. Là, vraiment. Tu connais absolument rien, tu te dis que c'est comme les Grands Prix cyclistes de Montréal, Québec et Montréal, alors que... Mais quand un gars comme Antoine, puis là, Antoine n'est pas là, fait qu'on va en profiter, quand un gars comme Antoine puis Hugo Hull venait s'annexer à ça, il vous ramassait, là. Oui. Ben, pas toujours, mais c'est sûr que s'il y avait un vent, s'il y avait de la pluie, là, ça paraissait plus. Mais même s'il ne réussissait pas, il y avait les tentatives de détruire tout le monde étaient très violentes. Là. C'est-à-dire que, mettons que nous, Régis, là, les travailleurs avec une couple de gros leaders là, comme Jean-François Larouche qui était capable d'aller battre au sprint tous les meilleurs coureurs pro-québécois parce que JF, c'est quand même, il avait un bon moteur aussi dans sa carrière presque pro qu'il y a eu plus jeune. Mais quand on réussissait notre plan de match, là, on était 8 gars quand même avec un bon calibre senior 1-2, là, puis contre un Antoine tout seul, un Hugo tout seul, qui eux autres pouvaient tous nous rincer facile. Puis, mais c'est aussi l'affaire que c'est juste une heure, c'est sur le plat. Fait que t'enlèves même, tu parles même pas des aspects que ces gars-là ont une endurance qui va pouvoir pousser probablement autant après 4 heures, puis avec 2-3 000 mètres de dénivelé. Là, on était sur le plat, puis tout, puis on mangeait nos bas pareil. Fait que c'était vraiment, vraiment crissement impressionnant. Mais en même temps, c'était notre seule chance de pouvoir toucher un peu de pouvoir racer avec eux autres. Mais tu sais, si on était en shape. C'est vraiment ça, c'est une affaire de jeunes. Là. Maintenant, on est rendu trop vieux. Mais tu sais, quand on regarde justement un gars comme Vingegaard, puis toute la semaine, tu sais, je veux dire, tu le compares à Félix Gall, qui clairement, lui, tu sais, tu le vois que lui, c'est son top. Là. Tu sais, on l'a suivi dans les derniers tours. Tu sais, quand Decathlon était cherché, tu sais, je veux dire, ils voulaient des affaires. Tu sais. C'était solide, mais c'est pas le même niveau. Oui. C'est débile. Mais c'est ça. C'est fou pareil, là, tu sais, parce que quand ils sont allés l'engager chez Decathlon, là, je veux dire... Oui, c'était leur top rider, là, avant que ça émerge. Là. Ouais, mais s'il rentrait ses genoux, peut-être il serait plus fort, penses-tu? Il pédale à piston. Hein? C'est fou. mais non, c'est farce. Je suis sûr qu'ils ont tous pensé à ça, mais non, mais je veux dire, tu sais, ça reste que ce gars-là, moi, Félix Gall, il me fascine, tu sais, parce que il y a la shape. Tu sais, il y a la shape. Il me fait penser à une shape un peu de Wout van Aert ou de Van Der Poel, où est-ce qu'il est quand même assez grand. T'sais. Ouais, quand même. Puis je veux dire, puis je me dis, tu sais, on dirait qu'il est plus mince. Ouais, mais c'est le genre de shape, tu sais, comme, il donne l'idée qu'à un moment donné, s'il veut, là, il va juste tous les détruire. T'sais, alors que Vingegaard, c'est un minuscule être humain. Tu peux pas croire qu'il y a ça en lui. Puis Christy, il monte sur un TT. Même en TT, je veux dire, il est dur à battre. Là. Fait que c'est pour ça que quand je voyais Félix Gall, puis on en parlait la semaine dernière, il est quand même vieux pour la génération d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est plus... Parce que il y a 5 ans, on disait le jeune Gall qui grimpe en fou. Puis c'est encore vrai aujourd'hui, mais maintenant, je ne sais pas son âge exact, peut-être 28, 29 ans. 29, oui, même 28, 29. C'est pas vieux, mais comme je disais la semaine passée, on sait à peu près ce qu'il va nous donner dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il peut encore gagner plein de belles étapes de haute montagne. Il peut faire des top 5 dans des grands tours. Oui, mais c'est pas un gars de GC, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est pas un vrai gars de GC. On a vu que toute la misère qui s'est donnée au contre-la-montre, avec peu importe comment son casque était seté, il y a de la misère au contre-la-montre. Puis même, on parlait de la bataille quotidienne des classements généraux. Là. Félix Gall, c'est un gars des fois qui se fait surprendre dans des étapes de moyenne montagne ou des affaires de bordure. Là. Il y a beaucoup de misère avec ça quand le vent pogne, puis c'est des gros moves stratégiques. Des choses que les Vingegaard, Pogacar sont en général impeccables ou trouvent le moyen de revenir s'ils se font prendre. Là, je pense qu'il y a aussi je pense que Félix Gall, c'est aussi un coureur d'équipe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit là, backé, il faut qu'il soit bien entouré, puis tu peux pas trop le laisser tout seul. On l'a vu, là, je veux dire,
à partir du moment où est-ce qu'il manquait d'équipiers en montagne, c'était tough, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est le grimpeur classique qui est capable de bien faire sur un grand tour. Mais, peut-être des fois, il va être mal positionné. Mais c'est pour ça que tu ne peux pas le laisser tout seul, j'ai l'impression. Fait que, en tout cas, regarde, il reste une semaine de. Ben, une semaine, c'est-à-dire quoi? C'est sont à. Ça fait 15 étapes, il en reste quoi? 6? Ouais, ben ils finissent dimanche à Rome. Dimanche, c'est un peu une parade, mais d'ici là, moi, j'ai regardé un peu aujourd'hui ce qui s'en vient. Puis c'est quand même une grosse semaine. Puis Je rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! On va parler de ce qu'on vient de voir, mais je pense qu'on va avoir des belles courses encore toute la semaine. Tu vois mardi, donc demain pour ceux qui vont écouter l'épisode, ça arrive au sommet. C'est très accidenté mercredi, jeudi aussi. C'est des bonnes étapes pour des gros baroudeurs qui passent vraiment. Il y a quand même beaucoup de boss. Nicolas Zukoski, ma prédiction, qui gagne une étape, c'est cette journée-là, probablement. C'est là que ça va se passer. Peut-être, on ne sait jamais, mais en tout cas, j'aime bien parler de ça un petit peu. Puis quand même, haute montagne vendredi, samedi. Oui, c'est ça. Ça finit quand même tough. On dira ce qu'on voudra. Ça reste des esprits de tu l'as dit tantôt, pas, sans manquer de respect à la Vuelta, je veux dire, le Giro, c'est du niveau du Tour de France là, en difficulté. Mais qu'est-ce que je te dis, ils ont aussi les montagnes. Là, pas que les Pyrénées n'ont pas ça, les Pyrénées ont ça, on s'entend. Là. Mais j'ai toujours l'impression que les étapes de montagne sont quand même violente en Italie. Oui, puis tu as plus de. Tu veux pas, tu es au mois de mai, tu as plusieurs. Tu as beaucoup de coureurs qui veulent encore se faire voir. L'Italie, c'est la passion aussi. Tous les coureurs italiens, c'est leur grand tour national. Même si les Espagnols ont la Vuelta, je veux dire, rendu en septembre, tu as des Espagnols qui font une super belle Vuelta et sont fiers de ça, mais veux pas, ils ont peut-être une belle saison avant ça aussi. Tandis que le Giro, tu peux déjà te prouver, tu es au cœur de la saison cycliste. Fait que le positionnement au calendrier, je pense. Il joue pour ça. Puis, tu sais, on a eu des courses cette semaine. Là. C'est fou. Là. Juste hier, non, excuse-moi, aujourd'hui, à Milan, le circuit, que les temps ont été neutralisés, l'échappée s'est rendue au bout. Sur une étape qui devait arriver au sprint. C'est fou. Là. 4 gars, 2 gars d'une équipe de deuxième division. Qui ont essayé de ça, c'est des genres de victoires vraiment tripantes. Là, moi, je l'ai regardé 2 fois. Là, ce qui fait partie aussi que j'ai oublié le Grand Prix de Montréal aujourd'hui, aussi débile que ça puisse paraître. Là. Ben oui, la corde de bois pile le Giro, c'est trop. Ouais, man, tu peux pas. J'avais même plus hâte de regarder la finale parce que on se textait avec les amis, puis penses-tu qu'ils vont se rendre au bout? C'est tout le temps même Christy de patente. Ah oui, parce que ils se rendent jamais. Là, des apps de même en ville. Là. Hey, mais c'est fou raide, là, puis de réussir à se rendre, puis cette victoire-là était tellement importante pour ces petites équipes-là, parce qu'il ne faut pas oublier, puis c'est ça des fois qu'on oublie, quand on parle de vélo, surtout du Tour de France, tu as quand même t'as les grandes équipes, mais des grandes équipes, là, je veux dire, il y a aussi des petites équipes au Tour de France, puis ces petites équipes-là sont invitées, puis c'est vraiment des petites équipes, mais c'est des petites équipes qui sont quand même vraiment plus grosses quand tu les compares aux équipes qui sont invitées sur le Tour d'Italie, puis sur la Vuelta, puis sur les petites. Fait que, je veux dire, quand tu vas dans les équipes invitées en Italie, là, des fois, je faisais la liste, puis j'étais là comme, je connais pas eux autres. Là, leur saison tourne autour de ça, eux. Là. Exact. C'est pas compliqué. Là. C'est là que ça se passe. Même, c'est con, hein, parce que je regardais dans la liste, puis, on se souvient de l'Auto Intermarché, là, ça a toujours été une huge équipe. Oui. Puis là, c'est quand même plus petit un peu. C'est comme moins. Puis fait que tu redécouvres ces petites équipes-là. Mais après ça, comme je te dis, il y en a plein de petites équipes que tu vois. Puis tu te dis comme, l'équipe de Pinarello Q36.5, qui est l'équipe de Pidcock. Pidcock qui a quand même été saqué parce que sa team ne tripait pas qu'il ait chillé en mountain bike. Là, il est trop électro-libre pour à leur goût. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça reste c'est pas des net compétitions. C'est ça, c'est pas des grosses équipes quand même. Puis je trouve ça hot que ces petites équipes-là puissent se faire voir dans des étapes de même. Puis ce qui me fait penser aussi que il ne reste plus beaucoup d'étapes. Tu parlais de notre Canadien. Il ne reste plus beaucoup d'étapes pour se faire valoir si tu es un wannabe. Dans la dernière semaine. Aujourd'hui, c'était une belle occasion. Là. Puis, Polti, surtout l'équipe italienne qui avait 2 coureurs, il y en a un qui a clairement leadé l'autre à la ligne, puis il
Finalement, ça n'a pas marché. Mais tu sais, UNOX, qui est quand même une équipe qui a gagné sur le tour, mais qui est quand même émergente aussi. C'était leur première victoire sur le Giro avec Torouchov, ton héros, là, qui est leur directeur sportif. Fait que, eux, ça fait 2 semaines qu'ils tournent autour, là, notamment avec Leknesson, qui s'est fait battre par Narvaez la première semaine dans le mur de 10 km à l'étape 6, je pense. Puis il s'est refait battre par Bettiol. Alberto Bettiol, qui le dépassait à 100 mètres du sommet à l'extérieur, comme Jacques Villeneuve à Estoril en 96. Bravo. Incroyable. Il l'a avalé et recraché. C'était Puis tu sais, c'était une petite montée de 3-4 km, là, comme au Grand Prix Cycliste de Montréal. Que tout le monde est torché. Là. Ah, c'est du vrai vélo là, régional, provincial. Là, c'est comme il y a juste 2 gars, puis ils sentent eux autres. Mais pour vrai, man, c'est une petite affaire-là. Ça existe juste au Giro, pour vrai. Ça existe juste. Ça arrive pas autour, tu sais. C'est comme ces petites patentes-là, tu sais. Cela dit, quand j'ai vu ce dépassement-là, tu sais, il y a tout le temps le meme. Je ne sais pas si c'est un meme, là, mais c'est une vidéo que je regardais avant que ça soit une vidéo qui passe tout le temps sur les réseaux sociaux d'Armstrong qui passe Chavanel puis qui donne une petite tape dans le dos. Là. Moi, cette vidéo-là, je la trouve capotée mentale. Je dois la réécouter. Pour vrai, je l'écoute au moins une fois par semaine. Juste, tu sais, comme. Puis en plus, podcast, c'était l'époque du podcast. Puis juste comme, il pédale, puis il passe à côté, puis il donne une tape dans le dos. Puis il passe, mon gars, là. Hey, ça, c'était une journée. Là, ça, tu as perdu 4 ans de vie l'autre jour pendant le 7e match. Mais cette journée-là, on a perdu au moins 1 an de vie. Là. Armstrong était tombé à Luzardiden avec le banc de maillot. Puis là, ils l'ont semi-attendu hypocritement. Puis il est revenu, puis il a tout piné. Puis il est revenu sur Chavanel. C'est toute la même journée, ça. Puis ça, là, c'est la journée du meilleur texte de Foglia au monde. Ouais. Il faudrait que j'aille le relire. Ah, ça, là, c'est... oui, parce que c'est quand il avait déclippé aussi. Tu sais, il grimpait, c'était à Luzardiden, me semble. Là. Fait que là, tu sais, il était tombé. Il l'avait... Oui, puis après ça, c'était Ivan Maillot. Puis, en fait, c'est Ulrich qui avait dit à la gang, « Calmos, on va l'attendre. » Il a remonté parce qu'il s'était fait prendre dans une musette d'une spectatrice. Il était tombé comme un genre de bœuf au lasso. Là. Puis il était remonté. Il était reparti, puis pendant qu'il a accéléré, il a déclippé. Oui, il est tombé sur son frame, là, Puis genre, il est parti, mon gars, là, une fusée à cette tête. Puis là, il est arrivé en haut, dans la brume, genre, une affaire de même. Puis il y a un journaliste qui avait demandé « Comment vous sentez-vous? » Puis il a répondu « Je sens que c'était une très belle journée. » Une affaire comme ça. Juste ça, tu sais. On dirait ce qu'on voudra d'Armstrong, man. Moi, je trouve quand même que le B6 c'était malade mental à son époque. Il nous aura fait, ces matins-là, il nous aura fait vibrer. Moi, j'ai capoté. Incroyable. C'était les meilleurs moments. Où en étions-nous avec ça? Ben oui, Luke Nesson, il s'est fait déposer comme Chavanel, mais Chavanel n'était pas à 100 mètres du sommet, lui, par exemple, en 2003. Non. Mais c'est vraiment... Mais c'est pas grave. Belle victoire de Bettiol qui a ressurgi comme ses belles années. Ça fait 4-5 ans qu'il tourne en rond, là, puis super courage. J'ai gagné le Tour des Flandres, tu sais, tu dis ça, puis c'est comme dire Egan Bernal a gagné le Tour de France. C'est comme une autre époque, même si ça fait 6-7 ans, c'est fou. Ouais. Egan Bernal a gagné le Tour de France. Plus fort que quand il a gagné le Tour de France, mais en tout cas. Il fait même pas top 10. Là. Sujet tabou. ouais, c'est ça, exact. Que faire? Puis, mais écoute. Oui. Non, mais je veux dire, il reste une grosse semaine, puis ça reste que c'est mon tour. Bref, même presque avant le Tour de France, des fois, le Giro, je trouve. Ouais. Il y a eu des années, là, c'était fou. Là, là, je trouve que cette année, ça a parti. La première semaine, ça a parti un peu lentement. Cette semaine, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé Alex Segard qui fait le coup du kilomètre aussi, dans une étape qui devait être des punchers qui gagnent ça. Le coup du kilomètre à 3 km, il est allé, ils ont tout ajusté à la ligne. Avec des étapes comme ça, c'est malade. Tu vois moins ça. Puis, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une dizaine d'années, le Giro proposait des formats des semaines, des premières semaines pleines de montagnes. Puis, tu sais, le Tour de France, c'était toujours 10 jours de sprint, un contre-la-montre. Après ça, on va dans les Alpes. Après ça, on va dans les Pyrénées. C'est beaucoup le Giro qui a été à l'avant-garde de tous ces changements-là qu'on voit maintenant sur le Tour. On a des beaux Tours de France grâce au Giro, selon moi. Parce qu'ils sont en la montagne vite ou parce que... Ils sortaient du format classique. Oui, souvent un peu plus de montagne, mais pas toujours une première étape au sprint ou un prologue. Fait que tu sais, maintenant, on est rendu habitué à ça, mais ça vient du Giro, ça. Puis c'était tellement rendu populaire que le Tour de France, à un moment donné, ils se sont dit « Hey, crime, on va arrêter de te faire
7 jours de sprint avec 4 victoires de Petaki ou de Cavendish. Tu sais, c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on voit plus ça. Sur son Pinarello. Ouais, c'est ça. Oui, Cavendish, oui. Avec Sky. Ouais. Fait que c'est pour ça que les sprinteurs, par contre, c'est eux qui sont les grands perdants de ces nouveaux grands tours-là. Tu sais, tu vois, on a eu 2 étapes avec Paul Magny, puis depuis ce temps-là, ils se font baiser. Il se passe plus rien. Qu'ils ont eu, là. C'est malade. Mais tu sais, ultimement, je trouve ça quand même, tu sais, soyons honnêtes, là, c'est quand même plus le fun, mais je pense qu'il y a aussi je pense que le fait qu'il y a tellement de compétition au niveau sportif, de tout type de sport, tu peux plus t'asseoir sur le Tour de France comme il s'assoyait sur le Tour de France, c'est-à-dire des étapes de tourisme, là, c'était ça. Là. C'est ça. On se rappelle, là, c'était des étapes de transition. Oui, il y en avait pas mal. Là, des Maintenant, étapes de ça ne transitionne pas bien, ouais. Non, ils n'ont pas le temps. Là, ils n'ont pas le temps. Puis, je veux dire, des purs sprinteurs comme. Je repensais à Cipollini. Mario, là, Cresti. Je veux dire, on s'entend que des maillots verts, il aurait pu en gagner s'il finissait les tours. Mais c'est un bon exemple. Tu parlais de Mario Cipollini, puis c'est le parfait exemple. Aller sur le Tour de France, puis c'était comme moi, le premier col, je débarque. C'était le samedi, puis ça faisait une semaine que le Tour était lancé. Il essayait de gagner 2 étapes. Essayer d'en gagner au moins 2, peut-être porter le maillot jaune s'il y a eu de la chance dans les classements. Puis, fait que grosse valeur publicitaire, puis moi, j'ai pas besoin d'apprendre à grimper. Puis ces dernières années, on a vu des coureurs totalement différents là, qui ont triomphé. Là. Même des sprinteurs qui se rendaient à Paris, c'est rendu la norme là, depuis. Oui, c'est ça l'affaire. Puis c'est ça qui est fou raide, c'est que tous ces sprinteurs de l'époque-là, même Petaki, je me souviens pas de lui en montagne, mais ça paraissait aussi. Cipollini, moi, ça me faisait capoter, mais c'était la norme. C'était ça, c'était juste normal. Là, il venait pour une semaine. Fait que le Tour de France donnait pendant une semaine de la place pour ces équipes-là puis ces coureurs-là pour qu'ils fassent de quoi. Mais c'est ce qui faisait que tu finissais avec un maillot vert qui était capable. Il fallait qu'il soit capable de monter montagne, mais c'était comme un maillot vert. C'était jamais le meilleur sprinter vraiment, à part Rick Zabel qui faisait bien. Il était capable, lui, de... Mais c'était le seul, tu sais. Oui, c'est ça. Il a gagné 7. Puis après ça, il a dit qu'il était dopé. Oui. Il est tard à soir. Ouais, mais tu sais, comme... pessimiste. Comme Bjarne Riss, tu sais, je veux dire, je repensais, tu sais, lui qui a même pas de gêne, là, tu sais, l'année j'étais dopé à l'os. Il a décidé, lui, de pédaler, puis ça avait juste pas d'allure, là, son affaire. Mais tu sais, une fois que le Giro est fini cette année, puis faisons rapidement le calendrier pour ce qui s'en vient, parce que, tu sais, après le Giro, en tout cas, il y a comme le bout, je dirais, comme un peu vide entre le Giro puis le Tour de France, là, tu sais. Puis... je vite dans le sens où tout dépendant de ce que tu veux suivre, tu sais. Puis, tu sais, je regardais, il y a le fameux Tour de Suisse là, qui finit tout le temps par pogner, qui a comme augmenté un peu sa notoriété. Mais t'as raison, parce que mais c'est comme écouter j'ai l'impression, écouter les games de pré-saison du Canadien, tu sais. Ouais. Ou même le début de saison un peu. Tu te dis, moi, si j'aime ça, ça m'intéresse de voir qui va avoir une bonne saison, mais on s'en calisse dans le fond. Parce que ça parce que c'est pas ça qu'on regarde. Oui, c'est ça. Parce que là, le Dauphiné, on va voir Texas probablement comme Del Toro. Puis là, Remco qui a décidé par hasard de ne pas être là. On en reparlera. Mais le Dauphiné qui a changé de nom d'ailleurs, là, ça va être le Tour de Rhône-Alpes, quelque chose. Auvergne-Rhône-Alpes, excusez. Non, mais c'est Dauphiné-Rhône-Alpes. Attends un peu. Juste pour être sûr. C'est ça. C'est Ronald. C'est pire que Paris-Roubaix. Ils ont enlevé le nom complètement. Dauphiné, c'est un journal qui commanditait ça il y a longtemps, puis ils ont gardé le nom même si le journal ne commandite plus ou il n'existe plus. Mais c'est toujours Dauphiné ou Romandie. Dauphiné ou Tour de Suisse ou d'autres petits tours de 3-4 jours. Là. Mais tout ça n'est qu'un match d'exhibition. Fait que là, c'est ça qui fait que tu peux choisir de le suivre, comme tu dis. Puis le Dauphiné, c'est quand même très beau à regarder, Tour de Suisse aussi. Mais ultimement, c'est le Tour de France. Fait que là, on est tous stand-by. T'as raison. On est stand-by. J'ai l'impression aussi que, puis la réalité étant celle-là, on regarde ce qui se passe au Giro. Tu parles d'Evenepoel qui a décidé de, plus le faire. C'est le Dauphiné qui devait faire, puis qu'il ne fera plus. C'est ça qu'il ne fera plus, le Dauphiné. Fait que là, je me dis, tu sais, puis d'ailleurs, parlons-en justement d'Evenepoel parce que je fouillais, cette semaine, des nouvelles de lui. Puis bonne chance pour en trouver, ce qui se passe avec lui ce temps-ci. Je me demandais qu'est-ce que tu avais vu. Non, pas grand-chose, mon gars. Puis je suis en train de me demander, parce qu'on se souviendra, tu sais, il a fait comme belle figure quand même. Tu sais, on l'oublie là, il a fait belle figure, en Paris, Roubaix. Puis, pas au Tour des Flandres, oui.
Tour des Flandres, excuse. Ouais. Puis, pour vrai, il a fait de belles figures. On a été surpris. C'était son premier, puis il s'en est bien sorti. Puis, il était en forme, mais je sais pas si tu te souviens. Encore une fois, je regardais les épisodes du Tour de France sur Netflix. C'était tout le temps la même affaire. On va. Déception. Ouais, on va le mettre de l'avant. Puis ce petit gars-là, il y a du jeu pour la. Il y a du jeu pour la gang au général. Puis je me dis, écoute, j'ai l'impression qu'ils nous ont fait à croire de quoi qui n'existera pas avec lui, là. Je veux dire, il n'a jamais été assez solide en montagne pour être capable de puis je veux dire, on s'entend, c'est pas un piment, là. Mais non. Alors, je pense que tout le monde est comme un malaise. Tout le monde se dit à peu près ça. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'il a commencé le vélo vraiment tard. Il jouait au soccer, était très, je pense, destiné à une carrière professionnelle. Il est devenu très bon tout de suite, mais au niveau junior U23, c'est beaucoup des courses d'un jour. Tu peux jamais vraiment te tester sur plus d'une semaine, mettons, puis même une semaine, c'est rare, les courses pour les plus jeunes. Il devient pro au plus haut niveau très vite, gagne le Tour d'Espagne, mais là, le Tour d'Espagne, c'est pas le Tour de France, comme on parlait tantôt, comme on en parle souvent. Mais il arrive même au Tour de France, puis il fait quand même très bien. Je pense que son premier tour, c'est peut-être le meilleur. Là. Je veux dire, je pense qu'il est rentré troisième, puis il n'y a pas de grosses défaillances, surtout. Mais depuis, c'est ça, des hauts, des bas. Puis cette année, là, c'est la plus malaisante pour moi, parce que oui, il a bien fait au Tour des Flandres, c'est bien positionné, puis tout, puis failli rentrer sur les 2 premiers. Fait bien à Liège-Bastogne-Liège aussi. Ouais. Bien, en tout cas. Il s'est fait quand même éclipser à Liège. Mais il était très fort au début de saison, gagne l'Amstel, mais il n'y a personne qui était là à l'Amstel. Les 2 courses par étapes qu'il a fait, il s'est fait distancer les journées qu'il y avait de la côte. Il fait des 8e places, des 5e places. C'est pas digne d'un gars comme ça. Mais c'est pas digne d'un gars qui est signé à vie chez Specialized, en passant. En plus. Puis, tu sais, il y avait une quote de Patrick Lefebvre. Je sais pas comment le prononcer. Lefebvre? Ouais, ça là, c'est Lefebvre. Ouais, en tout cas, bon. Puis une quote dans la série donc de Netflix, puis on s'entend là, on recule. Puis il dit que malheureusement, ce petit gars-là, il est né à l'époque de Pogacar, tu sais. Ouais. Puis Pogacar, il venait, tu sais, je veux dire, il était en train de gagner sa 2e série de tours, tu sais, après l'avoir gagné. Fait que, tu sais, fait que oui, tu sais, c'est vrai, sauf qu'à un moment donné, je veux dire, pourquoi on, tu sais... C'est toujours comme ça. Pourquoi on la hype? Là? Ben, pas que je veux pas qu'on la hype, là, mais je me dis juste, quand tu es positionné comme ça, puis que tu es positionné face à un Pogacar, pourquoi hyper un gars dans une situation qui a peut-être probablement pas envie d'être hypé? Ou en tout cas, tu comprends, c'est dur à décrire. C'est vraiment embêtant parce que d'après moi, ces gars-là, sont tellement, ils ont tellement confiance en eux autres, ils ont tellement eu des belles carrières, même au niveau professionnel, puis surtout avant, tu es tellement habitué de jamais perdre une course que là, tu arrives, puis tu te dis, peut-être que je ne suis pas le taillé pour un classement général de 3 semaines, mais je vais quand même tout donner, puis je vais perdre le poids qu'il faut, puis faire les entraînements qu'il faut, puis il essaye quand même de se transformer tout le temps. Mais tu sais, Remco, beaucoup disent que c'est plus un coureur de course d'un jour, mais là, c'est là que ce que Patrick Lefebvre dit, qu'il est vraiment... Moi, c'est surtout pour les courses d'une journée, je me dis, il est vraiment né à l'époque de Pogacar, puis ça, c'est vrai qu'il n'est pas chanceux. Parce que sur les grands tours, ça se pourrait qu'un jour, il découvre qu'il arrête de viser ça, puis qu'il enchaîne des belles victoires sur des courses d'une journée. Il y a déjà un palmarès fou, là, tu sais, on est en train de discuter des problèmes du champion olympique sur route et contre la montre, et ancien champion du monde et champion du monde de contre-la-montre actuel. Oui, mais entends-moi bien, tu sais, de la même manière qu'on a... Tout le monde se dit ça, t'as raison. Oui, c'est ça, mais c'est juste que, tu sais, de la même manière qu'on a boosté, tu sais, Van Der Poel, on n'a jamais dit que ce gars-là allait gagner un grand tour, tu sais. C'est ça. Il y a peut-être l'avantage d'être trop lourd pour que personne n'y pense. Mais même là, je veux dire, tu sais, à l'époque d'Indurain, là, je veux dire, il n'y a personne qui s'assinait sur le poids dans le temps. Quand Van Aert était fort, là, je pense 2022, il y a des gens qui étaient comme il devrait viser le classement général. Puis là, il y en a qui disaient ça scraperait sa carrière. S'il est allé dans cette direction-là, moi je pense peut-être ça aurait effectivement scrappé sa carrière. Pourquoi il y en a d'autres que Geraint Thomas, c'est ça qu'il a fait. Ça a marché. Bradley Wiggins aussi. Mais encore là, quelle méthode a été utilisée, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Mais bon, peu importe, c'est comment transformer un coureur. Mais c'est toujours ça qui est embêtant parce que tu sais, la shape d'Evenepoel, tu sais, ça reste une shape quand même de gars, tu sais, d'un sportif, tu sais, je veux dire,
c'est pas un petit cure-dent, tu sais. Je ne dis pas qu'il est gros, mais tu le vois qu'il est narfé, tu sais. Je veux dire, il aurait pu jouer au soccer, puis c'était un joueur de soccer. Puis d'ailleurs, la dernière actualité, si tu veux voir la dernière actualité d'Evenpool, c'est qu'il s'entraînait avec le maillot d'Arsenal, tu sais. Je veux dire, là, maintenant, c'est sa dernière actualité, là, puis ça fait comme une couple de semaines. Puis après ça, là, c'est l'Amstel, puis là, tu recules, tu sais. Fait que, tout ça pour dire, ce gars-là, il est quand même pas shapé comme un Vingegaard ou même qu'un Pogacar qui est quand même plus gros, tu sais, un peu, là. Ouais. Ceux qui ont les petites épaules, là. Puis, oui, tu sais, les petites affaires là, que tu te dis, mon Dieu, du corps qui pèse rien, les grosses jambes. C'est sûr que c'est la première fois qu'il pète, là, tu sais. Je veux dire, on dirait que tu regardes, tu peux apprendre de même, tu sais. Mais, mais n'empêche que c'est ça, tu sais. Fait que dans les prochaines courses, tu sais, j'ai l'impression qu'on verra pas grand-chose, qu'on verra pas grand monde. Tu sais, je sais pas quoi penser. Tu sais, il y a la gang de la Belgique qui est venue s'entraîner ici, là, t'as vu? Oui, avec Serge Power. Ça, c'en était un qui avait une belle shape de bike quand il était pro. Il était encore... il est encore solide, là, je te dirais. Il y a encore un petit body, là, mais ouais. Tu sais, le genre de corps que tu te dis si tu veux faire du vélo, là, passer partout, toutes les terrains. C'est ça, exact. C'est sélectionneur. Sélectionneur de la Belgique. Ils sont venus 3, lui, puis deux jeunes coureurs. Ouais. Puis évidemment, là, ils ont pogné une semaine de marde avec de la pluie puis tout. Mais tu sais, je pense quand même que le parcours de Montréal, ben, tu sais, c'est un parcours fait pour Evenpool, tu sais. Oui, ben c'est le genre de course qui pourrait nous faire ravaler nos doutes. Mais tu sais, c'est tout le temps ça avec lui. Là. Il pourrait gagner le Tour de France aussi cet été. Ça prendrait des circonstances. Là, en ce moment, moi, je le vois pas. Là, mais il rebondit tout le temps. Ouais, mais tu sais, entendons-nous, là, ça va être... tu sais, tu as vu le parcours, là. Tu regardes le parcours, puis c'est un parcours pour Pogacar encore cette année, là, tu sais. Puis c'est un parcours pour Pogacar et peut-être Vingegaard s'il continue de même. Il va être en shape, Vingegaard. Là, le seul problème, c'est que sur le wattage pur, sur une longue distance, personne ne va être capable de toucher à Pogacar. Parce que Pogacar, il peut gagner le Tour de 27 différentes façons. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Mais c'est quand même le Tour de France. Tout peut arriver. Ouais. Puis, on a-tu dit ça souvent? Tu viens-tu de l'époque où est-ce qu'on disait ça souvent quand c'était Armstrong? Il y a des années que ça va. Mais après, quand Lens est disparu, on a eu des Tours de France fous. Là, moi, je ne les ai pas tant regardés en plus. Là, ça, j'ai regardé l'époque Contador, mais encore là, je veux dire, ça reste une autre époque. Moi, tu te rappelles-tu de l'époque? Bon, c'est pas le même genre de coureur, là, mais je me souviens juste de l'époque où on n'arrêtait pas de dire que c'est l'année de Jan Ullrich. Ben oui, c'est ça. Pas mal toute la carrière tous les titres de Lens, pas mal. C'est ça, tu sais. Sauf quand Yann n'était pas là. Mais sauf que, tu sais, à chaque fois qu'on se dit, tu sais, c'est l'année de Jan Ullrich, c'est à peu près la même affaire avec Evenpool, j'ai l'impression, tu sais. C'est bon, là, c'est une bonne année, là, tu sais. Puis c'est pas comme s'il était une forme de marde, là. Il est en bas, il est en forme, mais c'est juste qu'arrêtez de penser que, tu sais, arrêtez de lancer que tu vas, tu sais, comme, même affaire que Primoz Roglic, tu sais. Même Christy Patente dans les dernières années, c'est comme arrêtez. Il y en a juste un qui gagne, il n'y a pas de doute. Mais tu sais, c'est intéressant ton retour dans le temps récemment quand tu as vu Pogacar recommencer à gagner le Tour de France 2024, donc, quand tu as réécouté la dernière saison de Netflix. Mais tu sais, les 2 années avant ça, c'est le jour où Vingegaard a cassé Pogacar là, dans le col du Granon 2022, là. Ça, c'est ces moments-là qu'on parle tout le temps et qui n'arrivent jamais. Mais cette fois-là, c'est arrivé. Vingegaard n'avait jamais gagné une étape du Tour de France. Cette journée-là, il était toujours deuxième. Puis là, maintenant, il est revenu deuxième tout le temps. Mais, tu vois, ça peut arriver. Il faut garder espoir. Et là, Pogacar, lui, il va arriver au Tour de France. Il va avoir, je ne sais pas combien, il va avoir 12-15 jours de course dans le corps. Là, il a fait le Tour de Romandie, puis il a fait 5 courses avant, puis il les a toutes gagnées, sauf Roubaix. Puis Roubaix, man, je veux dire. C'est intéressant. Il finit deuxième. Puis c'est Roubaix. C'était la meilleure course au monde. Là, mais, fait que ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, ça va être un bon tour. Puis je vous rappelle que vous allez faire ça tout seul parce que moi, je vais tout rater le début du tour parce que je vais être au Japon. Oui? Fait que je vais tout rater ça. Mais après ça, dès que je reviens, je reprendrai du colis. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Cela dit, ça paraît pas, mais ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Puis j'ai un dernier truc. Puis en fait, c'est une affaire. En fait, c'est une question tech, OK? Puis c'est une question que j'avais reçue il y a super longtemps. OK? Puis je l'avais comme mis un peu dans ma poche en arrière. Puis je trouve que là, là, Antoine n'est pas là, mais j'ai l'impression que ta perspective là-dedans est super intéressante. Puis c'est une question sur les vélos aéros. OK? Fait que, écoute, c'est une vieille question. Une question qui nous vient de Mathieu qui me dit OK.
les vélos aéros sont plus lourds, mais vont plus vite, entre guillemets. Pour des vieux rouleurs comme Dave et Antoine, quelle est leur position là-dessus? On roule plus vite ou on est plus léger? Puis la question se vaut parce que cette année, sur le Tour d'Italie, il y en a en tabarnane des vélos aéros, puis ils ont gardé en montagne pour la plupart. Puis on recule au Tour l'année passée, puis il n'y aura pas d'extra cette semaine en passant, on va y répondre direct là-dessus. Puis, tu sais, je me dis, on a tellement capoté sur enlever des grammes à notre bicycle au fil des années que je trouve ça quand même capoté qu'aujourd'hui, ils mettent même plus le poids du cadre quand ils vendent un bicycle parce que c'est plus ça qui est intéressant. Non. Puis je me dis, OK, coudonc, je sais pas quoi penser de ça. Je sais pas quoi penser. Je pense que l'année passée, j'ai lu qu'on assistait à la mort du vélo aéro, même s'il n'est pas totalement mort, mais tu l'as dit, il y a des coureurs de plus en plus qui prennent toujours le même vélo, donc on revient à avant les vélos aéros, mais quel changement, par contre, dans le vélo que le coureur a. Je sais pas si tu me suis dans ma phrase, mais c'est que il est arrivé un moment où on s'est dit, des vélos de grimpe, ça a quand même toujours existé depuis que nous autres, toi et moi, on suit le bike. Il y avait un vélo ultra léger pour les étapes de montagne. Puis le reste du temps, il prenait un vélo quand même très, très léger, mais un petit peu plus passe-partout. Puis le braquet était différent surtout aussi. Puis les roues. Mais là, on a vraiment eu des vélos qui étaient tous profilés, puis les briques cachées. Mais ça a tellement amené d'innovation. Fait que moi, ce que je trouve que ça a fait, c'est que oui, on est revenu avec juste un vélo, mais je ne veux pas discarter les vélos aéros, c'est-à-dire que le vélo, on est revenu à un seul bicycle de plus en plus, mais ce vélo-là est beaucoup plus aérodynamique qu'il y a 10-12 ans. Ouais. Fait que c'est comme un cycle complet qui est passé. Puis on a l'impression d'être revenu au début, mais pas du tout. Parce que, tu sais, je parle de vélo de Pogacar, c'est le meilleur exemple. C'est sûr qu'on le voit beaucoup. Colnago, qui grimpe avec ça partout, mais qui ressemble probablement au vélo aérodynamique d'il y a 10 ans. Depuis 10 ans, je veux dire. Oui. Donc, ça a complètement changé le monde du cyclisme. Mais là, de plus en plus, le monde essaie de tourner avec un seul bike. Je pense que l'environnement économique mondial peut-être est sous-jacent à ça aussi, que le monde sont comme Christy. Les vélos coûtent cher, puis là, en plus, il faudrait que j'en aie 2, 3. On en parle c'est pas tout le monde qui peut. Non, c'est clairement pas tout le monde. Puis, tu sais, je veux dire, de la même manière que, tu sais, je comprends qu'on puisse. Tu sais, il y a plein de gens qui ont les moyens de s'acheter plein de véhicules, puis tu sais, c'est fabuleux, là, tu sais, puis ils sont chanceux, puis toute la kit. Mais tu sais, quand tu regardes le prix des vélos, puis là, on en a parlé, là, mais le prix des vélos aujourd'hui, tu sais, puis pour le fun, là, tu sais, j'avais le vélo, pour parler des vélos aéros, j'avais ouvert la page de Colnago Canada. OK? Ouais. Ça, c'est le bicycle de Pogacar qui est, c'est le Y1R S. Ah, je sais pas. Okay. Fait que ça, c'est son vélo, là, weird, avec la potence weird, puis ces affaires-là. Okay, bon. Ce vélo-là, qui est un vélo clairement aéro, là, je veux dire, tu sais, ça vaut 20 000 canadiens. 20 163 exactement. Puis ça, c'est son vélo de... Tu sais, il a roulé les championnats, il a roulé tout avec. Il fait tout avec ce vélo-là. Des fois, là, il y a le Y... Ils ont des drôles de noms, le YR... Je suis pas bon dans les noms, moi, dans ça. Je sais les vélos que tu parles. Ouais, c'est ça, V4R. En tout cas, tu sais, il a son petit vélo. Là, des fois, il sort quasiment plus. Standard, là, ouais. Ouais, tu sais, puis on le voit plus avec ce vélo-là. Son bicycle, c'est vraiment le Y1R S, celui qu'on voit avec la potence très spéciale là, en Y, justement. Oui, puis comme les Cervelo sont comme ça aussi de Visma. Là. De plus en plus. Là. Fait que ces vélos-là, c'est des vélos aéros, puis c'est ces vélos de grimpe, c'est ces vélos de tout le temps, c'est ces vélos, je dis pas qu'ils grimpent pas avec d'autres choses, là, mais clairement, il a roulé les championnats du monde. Je me trompe pas avec ce vélo-là, il a roulé... depuis qu'il l'a sorti, je pense à peu près 1 an ou un peu plus, il est pas mal tout le temps. En effet, on voit pas beaucoup son Colnago, plus qui ressemble au Colnago traditionnel. Ouais. Il y a 2 ans, on le voyait souvent, 2-3 ans encore, là, même avec les vélos super modernes à disque. Ce choix-là, ils le font, puis clairement, on parle de Pogacar, fait que c'est clair que il doit se crisser de shave 100 grammes sur un cadre, là, mais je veux dire, quand même. Je pense qu'il y a un autre point là-dessus qui me... Parce que, c'est ça, oui, le vélo aéro est mort, mais dans le fond, le vélo aéro n'est pas mort d'une certaine façon, et le vélo aéro est
est plus vivant que jamais. Il est rendu le vélo ça principal, il est rendu capable de grimper, il prend son envol. Fait que c'est un ou l'autre, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est un peu ça qui se passe. Puis aussi, je pense qu'un coureur, moi, j'ai pas été un professionnel, mais de faire beaucoup de courses, puis en triathlon aussi, on le voyait, toi aussi, j'imagine, ton positionnement, c'est très, très critique, surtout quand tu cours après. Donc, je pense qu'un coureur professionnel qui court à tous les jours, de changer de bicycle, même si c'est toutes les mêmes cotes, même toutes les mêmes mesures, je pense qu'il y a peut-être certains coureurs qui aimaient moins ça. Parce que quand tu es professionnel, tu n'as pas de limite de budget, là, comme le citoyen là, qui veut peut-être juste avoir un vélo. Eux, il n'y a pas vraiment de contrainte de dire j'ai 3 ou 4 bikes différents pour faire le Tour de France. Mais je pense que tu changes tout le temps de bike. Peut-être qu'il y a plein de coureurs qui n'aimaient pas ça aussi. Peut-être que le requis de plus en plus, c'était pouvez-vous nous faire un bicycle super aérodynamique qui grimpe, tu sais? Peut-être que ça fait tout. C'est ça, tu sais. Mais je pense que c'est ça qu'on voit. Écoute, je trouve quand même que de tous les vélos qu'on a vus récemment, puis dans les dernières années, il y a eu ce retour au vélo léger. Puis quand je dis retour, ça doit faire comme 15 ans, là, mais c'était des mini cadres. Ouais. Ils ont joué avec les mini cadres longtemps. Puis après ça, ils sont revenus justement avec les vélos aéros. Puis j'ai l'impression que les vélos aéros vont rester, je sais pas, vont comme rester dans l'environnement assez longtemps. Ils vont rester plus longtemps juste parce que la rigidité qu'ils donnent puis la puissance que ces gars-là développent à cette heure, tu peux plus te permettre d'avoir un bottom bracket là, qui est fait sur un petit frame. Là, oui, le coureur, puis l'avancement du carbone, je pense. Là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je pense qu'on a des bicycles de plus en plus raides. Ce qui fait que tu peux aller chercher des formes plus longues. Il y a peut-être ça aussi, si on avait un spécialiste qui nous parlait de ça, que tu peux plus jouer avec la forme de ton frein puis aller prendre des formes aéro sans rajouter de poids. Fait que c'est un peu ça que je veux dire. Fait que oui, je pense que c'est là pour rester pour cette raison-là, en effet. Ben ouais, c'est fou. C'est fou, man. Moi, je te dirais, il y a 20 ans, je pensais qu'il n'y avait plus rien à améliorer ces vélos. Peut-être que j'ai pas l'esprit entrepreneurial. C'est drôle dans ta barouette. Parce que Christy, man, en 2003, justement, au Giro, il y avait... Non, c'était au Tour de France, mais l'équipe Seiko, il courait avec un maillot de prisonnier. Il était écrit « Legalize My Cannondale » parce que leur bicycle était trop léger. Ouais, c'était au Giro qu'ils avaient porté ce costume-là. « Legalize My Cannondale ». Puis il y avait eu des pénalités parce qu'ils avaient changé d'uniforme pour une journée. Ils n'ont pas le droit de faire ça, mais ils savaient. Là. Mais tu sais, Cannondale, ils ont tout le temps eu des équipes qui changent de gilet. Là. Fait, c'est encore de même avec IF. Mais moi, je pensais qu'à cette époque-là, les vélos avaient atteint leur paroxysme, je peux dire. Ouais. Ils mettaient Gilberto Simoni avait rajouté des petites pièces, là, des petits poids là, avant les étapes du Tour de France pour dire que son bicycle, dont j'oublie le nom, était légal. Puis Scott aussi, les vélos Scott qui étaient à 6,8 kg. Hey, mais tu sais, je faisais penser à ça. Là. Plus de ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire. On parle plus de ça. Puis, tu sais, il y a un article qui a circulé en masse dans mon... en tout cas, tu sais, dans mon feed, mais à travers les amis, puis je pense que tu as dû le voir aussi, mais c'est Bike Radar qui a fait un article il y a une couple de jours, une couple de semaines, sur les plus grands vélos des années 90. Puis, écoute... J'ai une idée de quel vélo qu'il y avait là. Malade mental. Y avait-tu des vélos de contre-la-montre? Il y avait le vélo de contre-la-montre, puis là, je l'ai réouvert, là, il y avait le vélo, puis là, je sais pas si tu te souviens, il y avait le vélo de Trek de Armstrong, tu sais, puis c'était un vélo, man, il était fou dans la tête, son vélo, là. Tu sais, c'était son vélo... il était complètement bleu. Il avait sa roue pleine en arrière de Mavic. Tu sais, puis, en tout cas, moi, j'avais capoté sur ce vélo-là. Il était en titane. Puis, écoute, tu sais, c'était des shapes qui avaient été faites par Lightspeed, une affaire de fou raide. Puis, c'était l'époque aussi où les coureurs qui tripaient sur un frame le faisaient peinturer. Oui, il faisait maquiller, oui. Puis, il le maquillait pour avoir le vélo en tout cas, de la commandite, de la patente. Mais c'était aussi... des années 90, là, un des top 11 vélos, c'est le Trek en carbone 5200 OCLV. Je ne sais pas si tu te souviens, là. Oui. C'est le vélo bleu et blanc avec Trek écrit dessus. Puis c'était vraiment un des premiers cadres en carbone vraiment complet, un monocoque. Il était malade mental. OCLV, c'était leur brand, leur petite plateforme technologique. Ben, ça voulait dire quelque chose que je savais par cœur dans le temps. Oh, oui. Je me souviens. Puis le vélo d'Armstrong, c'était son premier Tour de France, son vélo de contre-la-montre. Tu veux dire qu'il était bleu, là, qui était comme
pas en carbone. Ouais, c'est titane, en tout cas, de quoi de même. Puis il y avait Trek écrit dessus, là, tu sais. Puis écoute, il avait l'air d'un méchant, tu sais. Il avait l'air débile mental là-dessus, là, tu sais. Puis c'était l'année. Puis un de ces 11 vélos-là, puis on finit là-dessus, là, on pourrait continuer longtemps, là, mais on finit là-dessus, c'est le Giant TCR. Tu te souviens de ça, quand il est arrivé? J'en ai déjà eu un. Moi aussi. Ah oui, slopé par en bas à mort, là. Puis... Ouais. Puis Vinokourov, il y avait ça, là, 2004. La tige de sel flat, tu viens-tu? C'était une tige de sel comme une blade. Elle était aéro, ben oui. Ouais. C'est une tige de sel aéro. C'était malade, là. C'était mon premier vrai bon bicycle. C'était un Giant TCR blanc. Puis moi, je capotais, là, ce bicycle-là. Il était malade, là. Tu sais, t'avais une fourche, je sais pas si tu te souviens, la fourche était assez épaisse aussi. C'était une des premières fourches assez épaisses. Je m'en rappelle pas de ça. Mais anyway, je veux dire, ça a été introduit en 97 par la ONC. Puis, je pense que c'est cette gang-là, en tout cas. Oui, c'est lui qui avait des bikes. Puis, écoute, c'était malade, là. T'as l'orange à la barre. Ah oui, la fourche était épaisse dans le long, là. Ouais, c'était aéro aussi. Ah oui, c'était le premier. Comment tu veux évoluer après ça? C'était déjà le top, c'est ça que je te dis. C'était malade, mais finalement, non. Ils ont caché les freins, puis ils ont caché les câbles, toutes des affaires que moi, je pensais pas possible. C'est malade mental pour vrai, là. En tout cas, regarde, on pourrait parler de tech pendant longtemps, là, mais sur Bike, en tout cas, ceux qui sont intéressés, c'est sur Bike Radar. Puis il est disponible en plein milieu du site. Là. Tu peux encore le trouver. Là. C'est les 11 meilleurs bicycles des années 90. Puis, tu sais, je vais te l'envoyer. Mon préféré dans ça, là, de tous les vélos qui sont rankés là-dessus, là, c'est mon préféré. C'est le Bianchi de Pantani. Ah oui. En 98. C'est gros de même, man. Ouais, tout petit. Ça, un vrai vélo de grimpe, là. Ouais. Tu sais, des roues, là. Tu sais, c'était fou dans la tête, là. Ouais, zéro profil. Puis, zéro, il n'y avait rien. Des petits pneus 23 avec une chambre à air verte fluo qu'on voit pas. C'est exactement ça, Il y avait sûrement un bike de chrono Pinarello dans une de ces photos-là, qui ressemble à une crêpe écrasée tout croche, là, avec des formes étranges. Dans ça, il y a le look. Je ne sais pas si tu te souviens du look. KG 1992, c'est encore la Hansi qui roulait avec ça, tu sais, qui était comme les premiers bikes. Ouais, c'est de lui que je parle aussi, ouais. Avec Abraham Olano, là, champion du monde de chrono avec. Là. Ouais. Bingo. Puis, non, ça fait que, écoute, c'est fun de parler de tech de même. On a du fun. Oui, c'est ça. Ça nous rappelle des. Puis, tu sais, c'est tous des vélos que tu as vendus, puis des fois, tu te dis comme, j'aurais dû le garder pour en reparler en 2026. C'est trop hot. Tu aurais pu le montrer là, à soir. Tu aurais pu le mettre sur ton mur. Même pas. En plus, il est tôt, pas grave. on a du temps. on va mettre des argons. Je vais aller en chercher 2 demain. Des argons de gravel super aérodynamiques, justement. L'aéro est partout maintenant. Ben là, c'est le cadre de l'hydrogène, mon gars. Je veux dire, c'est ça qu'il faut que tu achètes à cette heure, ça a l'air. Fait que c'est l'avenir et le passé. Fait que je sais pas trop quoi dire, mais que je l'essayerai puis je vous donnerai des nouvelles. Moi, je vais aller lire l'article de Pierre Foglia dans mon petit livre avant de me coucher. C'est mon article préféré de Pierre Foglia, pour vrai. J'ai encore le livre que je lis une fois par année, fait que tu iras lire ça. C'est le plus bel article de sport. Puis il dit tout le long, si je ne pleure pas en voyant Armstrong tomber et les gros ténors l'attendre dans un sport où tout est une histoire de temps, je vais changer de métier. Puis il réutilise ça à plein de reprises dans son texte. C'était écœurant. De toute façon, il n'y a plus personne qui écrit comme lui. Fait que fin. Ouais. On dort là-dessus, Dave. Bonne nuit. Merci. Bonne dernière semaine de Giro. Ciao, bye. Puis la semaine prochaine, on va bien attraper Antoine. Oh bye. Yes. Salut.